Et si tout ce que l'on vous a appris sur les débuts de la technologie humaine était fondamentalement incomplet? Et si les premières marques en machine, les premiers mécanismes capables de défier les lois de la physique brute n'étaient pas nés dans les ateliers de la Renaissance européenne, ni dans les forges de l'Antiquité grecque, mais bien plus tôt, beaucoup plus tôt, dans les plaines alluviales d'une région que nous appelons aujourd'hui l'Irak. Imaginez un instant des structures de briques montant vers le ciel, des canaux s'étendant sur des centaines de kilomètres, des systèmes d'irrigation si sophistiqués qu'ils transformaient le désert en jardin. Imaginez des ouvriers manipulant des blocs de pierre avec une précision que nous aurions du mal à reproduire aujourd'hui sans ordinateur. Imaginez des prêtres ingénieurs calculant les mouvements des étoiles avec des instruments dont nous commençons à peine à comprendre la complexité. On nous a enseigné que la Mésopotamie était le berceau de l'écriture, le lieu de naissance de l'agriculture organisée, le premier endroit où l'humanité a appris à vivre en cité. Mais ce que l'on omet souvent de mentionner, c'est que cette civilisation possédait également une maîtrise technologique qui défie notre compréhension contemporaine. Des découvertes récentes, des fouilles archéologiques menées au cours des dernières décennies, des analyses scientifiques utilisant les technologies les plus avancées, tout cela révèle une image radicalement différente de ce que nous pensions savoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères des machines mésopotamiennes. Nous allons examiner des mécanismes qui n'auraient pas dû exister il y a 5000 ans. Nous allons analyser des systèmes d'ingénierie dont la sophistication laisse les experts sans voix. Et nous allons nous poser la question que personne n'ose vraiment formuler à voix haute. Comment ont-ils fait? Et surtout, qui leur a transmis ce savoir? Hola et bienvenue sur cette chaîne où nous explorons les recoins les plus obscurs de notre histoire collective. Là où les certitudes s'effritent et où les questions deviennent plus fascinantes que les réponses. Installez-vous confortablement. Laissez votre esprit s'ouvrir, car ce que nous allons découvrir ensemble ce soir pourrait bien transformer votre vision du passé. Si vous aimez remettre en question les récits établis, si vous trouvez de la beauté dans le mystère et de la sagesse dans le doute, alors vous êtes exactement là où vous devez être. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations nocturnes dans les profondeurs du temps. Permettez-moi de vous emmener dans un voyage qui commence il y a environ 5000 ans, dans une région située entre deux fleuves légendaires, le Tigre et l'Euphrate. Cette terre, que les Grecs appelleront plus tard Mésopotamie, ce qui signifie littéralement le pays entre les fleuves, était un paradoxe géographique. D'un côté, elle offrait une fertilité extraordinaire grâce aux dépôts alluviaux laissés par les crues annuelles. De l'autre, elle présentait des défis immenses, des étés brûlants où les températures dépassaient régulièrement les 50 degrés Celsius, une pluviométrie insuffisante pour l'agriculture et une absence presque totale de ressources naturelles comme le bois, la pierre ou les métaux. Selon la version officielle de l'histoire, les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens, qui ont successivement dominé cette région, ont développé leur technologie de manière progressive, par essai et erreur, comme toutes les autres civilisations humaines. On nous dit qu'ils ont inventé la roue vers 3500 avant notre ère, qu'ils ont développé l'irrigation par nécessité, qu'ils ont construit leurs ziggurat avec des techniques simples de rampes et de leviers. Cette narration présente une évolution linéaire et logique rassurante dans sa simplicité. Mais voici où les choses brutes deviennent étranges. Voici le point de rupture dans le récit officiel. Lorsque les archéologues ont commencé à fouiller systématiquement les sites mésopotamiens au XIXe siècle, puis avec des méthodes de plus en plus sophistiquées au XXe et au XXIe siècle, ils ont découvert des anomalies troublantes, des artefacts qui ne correspondaient pas à la chronologie établie, des techniques de construction qui semblaient apparaître soudainement sans phase de développement préalable, des connaissances mathématiques et astronomiques d'une précision stupéfiante pour l'époque. Prenons l'exemple le plus frappant, celui des systèmes d'irrigation. Les premiers canaux mésopotamiens que nous avons découverts ne sont pas des tentatives primitives et maladroites. Ce sont des réseaux hydrauliques d'une sophistication remarquable, avec des systèmes de vannes, des bassins de décantation, des calculs précis de pente pour assurer un écoulement optimal. Le grand canal de Narwan, construit sous l'empire sassanide mais reprenant des tracés bien plus anciens, s'étendait sur plus de 400 km. Mais même les canaux sumériens les plus précoces,
datant du 4e millénaire avant notre ère, montrent une compréhension avancée de l'hydraulique. Comment est-ce possible? Comment une civilisation qui venait supposément de découvrir l'agriculture pouvait-elle maîtriser des principes d'ingénierie que nous enseignons aujourd'hui dans les universités? La réponse conventionnelle est qu'ils ont appris par l'expérience, génération après génération. Mais les preuves archéologiques ne montrent pas cette progression graduelle. Les systèmes apparaissent presque pleinement formés, comme si quelqu'un avait transmis ce savoir d'un seul coup. Et c'est précisément la thèse que nous allons explorer ce soir. Non pas que des extraterrestres soient revenus enseigner aux Sumériens, comme certains le suggèrent de manière sensationnaliste, mais plutôt que notre compréhension de l'évolution technologique humaine est fondamentalement incomplète. Que des savoirs ont pu être transmis de civilisations antérieures, dont nous n'avons pas encore trouvé les traces, ou que l'ingéniosité humaine est capable de bons quantiques que notre vision linéaire du progrès ne peut pas expliquer. Commençons par examiner ce que j'appelle la première évidence, celle de la pierre et de la brique, les preuves physiques et archéologiques de cette technologie impossible. La ziggourate de Ur est peut-être le monument le plus emblématique de la Mésopotamie antique. Construite vers 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nammu, elle se dresse encore aujourd'hui dans le désert irakien, témoignage silencieux d'un savoir-faire extraordinaire. Mais ce que la plupart des visiteurs et même certains spécialistes ne réalisent pas, c'est l'incroyable précision de sa construction. Les mesures effectuées par les archéologues modernes révèlent que les murs de la ziggourate de Ur présentent une inclinaison de exactement 10 degrés par rapport à la verticale. Cette inclinaison n'est pas accidentelle. Elle était calculée pour donner une impression de hauteur plus grande et pour assurer la stabilité structurelle du monument. Mais voici ce qui est remarquable. Cette inclinaison était maintenue de manière constante sur toute la longueur des murs, avec une marge d'erreur inférieure à 1 degré. Pour mettre cela en perspective, atteindre ce niveau de précision aujourd'hui nécessiterait des instruments de mesure laser et des équipes d'ingénieurs qualifiés. Les briques elles-mêmes sont un produit d'une technologie avancée. Les Mésopotamiens n'avaient pas accès à la pierre en quantité suffisante pour leur construction monumentale. Ils ont donc développé la brique cuite, un matériau qui nécessite une maîtrise précise de la température et du temps de cuisson. Trop peu de chaleur, et la brique reste friable. Trop de chaleur, et elle se déforme ou se fissure. Les briques mésopotamiennes que nous avons retrouvées montrent une uniformité remarquable, suggérant l'existence de fours industriels capables de maintenir des températures constantes pendant des heures. Mais ce n'est pas tout. Les constructeurs mésopotamiens utilisaient un système de drainage interne dans leurs ziggurats. Des conduits en terre cuite traversèrent les structures massives, permettant à l'eau de pluie de s'écouler sans endommager les briques. Ces conduits étaient assemblés avec une précision telle que certains fonctionnent encore aujourd'hui, plus de 4000 ans après leur construction. Pensez-y un instant. Nous avons du mal à construire des bâtiments modernes dont la plomberie dure plus de 50 ans. Et pourtant, ces anciens ingénieurs ont créé des systèmes de drainage qui défient les millénaires. La question de la logistique est tout aussi fascinante. La ziggourate d'Ur, dans sa forme originale, contenait environ 720 000 briques. Chaque brique pesait en moyenne 15 kg. Cela représente un poids total de près de 11 000 tonnes de matériaux. Comment ces briques ont-elles été fabriquées, transportées et assemblées ? Les estimations suggèrent qu'il aurait fallu une armée de plusieurs milliers d'ouvriers travaillant pendant des années. Mais les textes sumériens que nous avons déchiffrés ne mentionnent pas une telle mobilisation massive de main-d'œuvre. Ils parlent plutôt de groupes relativement restreints d'artisans spécialisés. Certains chercheurs ont proposé l'existence de machines de levage, des ancêtres des grues modernes, qui auraient permis de démultiplier la force humaine. Les preuves indirectes de telles machines existent. Des représentations sur des sauts-cylindres montrent ce qui ressemble à des systèmes de poulies. Des textes cunéiformes mentionnent des guichukars, littéralement des instruments de construction, dont la nature exacte reste débattue. Des empreintes au sol sur certains sites suggèrent l'installation de structures verticales qui auraient pu supporter des mécanismes de levage. Et puis, il y a le mystère du bitume. Les Mésopotamiens utilisaient donc le bitume naturel, qu'ils appelaient
IDU, comme mortier et comme matériau d'étanchéité. Ce bitume devait être chauffé à des températures précises pour être travaillé, puis refroidi de manière contrôlée pour durcir correctement. Les analyses chimiques des résidus de bitume trouvés sur les sites antiques montrent une composition remarquablement homogène, suggérant des processus de raffinage standardisés. Comment ont-ils développé ces techniques de traitement du pétrole brut des millénaires avant l'industrie moderne? Passons maintenant à un autre aspect de cette technologie impossible, les outils de précision. Dans les ruines de diverses cités mésopotamiennes, les archéologues ont découvert des instruments de mesure d'une finesse remarquable, des règles graduées en os ou en métal avec des divisions atteignant le millimètre, des équerres dont les angles sont précis à moins d'1 degré près, des fils à plomb dont le design est identique à ceux que nous utilisons aujourd'hui. Mais l'objet le plus intrigant est peut-être ce que nous appelons les sceaux-cylindres. Ces petits cylindres en pierre, généralement en calcédoine, en jaspe ou en lapis-lazuli, étaient gravés de scènes complexes et de textes cunéiformes. Lorsqu'on les roulait sur de l'argile molle, ils laissaient une empreinte qui servait de signature ou de sceau officiel. Ce qui est extraordinaire, c'est la finesse de la gravure. Certains sceaux-cylindres présentent des détails si petits qu'ils ne sont visibles qu'à la loupe. Des lignes parallèles espacées de moins d'1 demi-millimètre, des motifs géométriques d'une régularité parfaite, des représentations de figures humaines avec des détails anatomiques précis. Comment les artisans mésopotamiens ont-ils réalisé ces gravures sans instruments d'optique? La réponse conventionnelle est qu'ils utilisaient des pointes en bronze ou en obsidienne, travaillant à la lumière du jour ou à la lueur de lampes à huile. Mais des expériences modernes ont montré que reproduire ces gravures avec des outils similaires est extrêmement difficile, même pour des artisans qualifiés bénéficiant d'un bon éclairage. Certains chercheurs ont suggéré l'utilisation de lentilles grossissantes en cristal de roche, et effectivement, quelques objets qui pourraient être des lentilles primitives ont été trouvés sur des sites mésopotamiens. La célèbre lentille de Nimrud, découverte par l'archéologue Austen Henry Layard en 1850, est un disque de cristal de roche poli qui pourrait avoir servi de loupe. Si les Mésopotamiens possédèrent des instruments d'optique il y a plus de 3000 ans, cela changerait considérablement notre compréhension de l'histoire de la technologie. Les lentilles sont généralement considérées comme une invention bien plus tardive, développée par les Grecs ou les Romains et perfectionnée au Moyen Âge. La possibilité que les civilisations du Proche-Orient ancien aient maîtrisé les principes de l'optique ouvre des questions fascinantes sur la transmission des savoirs et sur les capacités technologiques réelles de ces peuples. Mais revenons à nos machines. L'une des inventions les plus importantes attribuées à la Mésopotamie est la roue. Selon le consensus archéologique, la roue a été inventée dans cette région vers 3500 avant notre ère, initialement pour la poterie, puis adaptée au transport. Les plus anciennes représentations de véhicules à roues proviennent de Sumer, et les premiers exemplaires physiques de roues ont été trouvés dans des tombes mésopotamiennes. Ce qui est moins connu, c'est la rapidité avec laquelle la technologie de la roue a évolué dans cette région. En quelques siècles seulement, les Mésopotamiens sont passés de roues pleines en bois, lourdes et inefficaces, à des roues à rayons beaucoup plus légères et performantes. Ils ont développé des essieux pivotants permettant aux véhicules de tourner plus facilement. Ils ont créé des systèmes de suspension primitifs pour amortir les chocs. Cette évolution technique, qui a pris des millénaires dans d'autres parties du monde, semble s'être produite en quelques générations en Mésopotamie. Et la roue n'était pas seulement utilisée pour le transport. Les Mésopotamiens ont adapté ce principe à toute une série de machines. Des tours de potier permettant de créer des récipients parfaitement symétriques, des meules rotatives pour moudre le grain, des systèmes de poulies pour puiser l'eau des puits, des engrenages primitifs, certains chercheurs le suggèrent, pour des mécanismes dont nous n'avons pas encore identifié la fonction. L'eau était au cœur de la civilisation mésopotamienne, et c'est dans la gestion de cette ressource que nous trouvons certains des exemples les plus impressionnants de leur ingéniosité technique. Les chadoufs, ces systèmes de levier avec contrepoids permettant de puiser l'eau, sont représentés sur des reliefs datant de plusieurs millénaires. Mais les Mésopotamiens ont également développé des norias, des roues à eau qui utilisaient le courant du fleuve pour élever l'eau vers les canaux d'irrigation. Ces machines, dont nous avons retrouvé les traces sur plusieurs sites,
représente une compréhension avancée des principes de mécanique et d'hydraulique. Plus fascinant encore est le système de Kanats, ces tunnels souterrains qui permettaient d'acheminer l'eau des montagnes vers les plaines sans évaporation. Bien que les Kanats soient généralement associés à la Perse, des preuves archéologiques suggèrent que des techniques similaires étaient utilisées en Mésopotamie dès le 3e millénaire avant notre ère. La construction d'un Kanat nécessite des connaissances en topographie, en géologie et en hydraulique. Il faut calculer la pente exacte pour que l'eau s'écoule par gravité. Il faut identifier les nappes phréatiques souterraines. Il faut creuser des puits d'aération à intervalles réguliers pour permettre aux ouvriers de respirer et d'évacuer les déblais. Tout cela représente un niveau de sophistication technique remarquable. Les textes cunéiformes que nous avons déchiffrés contiennent des références à d'autres machines dont nous n'avons pas trouvé de traces physiques, des nimgir, que certains traducteurs interprètent comme des engins de siège, des gish shurmeh, peut-être des instruments de mesure astronomique, des gishkinti, littéralement des outils de travail, dont la nature exacte reste mystérieuse. Ces textes suggèrent que la technologie mésopotamienne était encore plus diverse et avancée que ce que les preuves archéologiques nous montrent. Et puis, il y a les objets qui défient toute explication conventionnelle. La pile de Bagdad, découverte en 1936, est peut-être l'exemple le plus controversé. Cet artefact, datant de la période parthe entre 250 avant notre ère et 224 de notre ère, consiste en un pot d'argile contenant un cylindre de cuivre et une tige de fer, le tout scellé avec du bitume. Lorsque des chercheurs ont reconstitué le dispositif et l'ont rempli de vinaigre ou d'une autre solution acide, il a produit un courant électrique d'environ 2 volts. Était-ce vraiment une pile électrique? Si oui, à quoi servait-elle? Certains ont suggéré l'électroplaquage, le dépôt de fines couches de métal sur des objets décoratifs. D'autres ont proposé des usages médicaux, utilisant le courant électrique pour soulager la douleur, une pratique documentée dans d'autres cultures anciennes, utilisant des poissons électriques. D'autres morts encore pensent que ce n'était pas une pile du tout, mais simplement un conteneur pour des parchemins sacrés. Le débat continue, mais la simple possibilité que les anciens Mésopotamiens aient compris les principes de l'électricité est vertigineuse. Permettez-moi de vous parler maintenant de quelque chose de moins spectaculaire, mais tout aussi révélateur. Les techniques de métallurgie mésopotamienne. L'âge du bronze tire son nom de l'alliage de cuivre et d'étain, qui a révolutionné la fabrication d'outils et d'armes. La Mésopotamie a joué un rôle central dans cette révolution métallurgique, et les techniques qu'ils ont développées témoignent d'une compréhension profonde de la chimie des métaux. Le bronze n'est pas un métal naturel. Il doit être créé en mélangeant du cuivre et de l'étain dans des proportions précises, généralement environ 90% de cuivre et 10% d'étain. Trop peu d'étain, et l'alliage n'est pas beaucoup plus dur que le cuivre pur. Trop d'étain, et il devient cassant. Les métallurgistes mésopotamiens maîtrisaient ces proportions avec une précision remarquable, produisant des bronzes de qualité constante. Mais obtenir ces métaux était en soi un défi technique considérable. Le cuivre devait être extrait de minerais comme la malachite ou l'azurite, puis fondu à des températures dépassant 1000 degrés Celsius. L'étain, encore plus rare, devait être importé de régions lointaines, peut-être d'Afghanistan ou même de Cornouailles en Grande-Bretagne. Les Mésopotamiens ont développé des fours capables d'atteindre ces températures élevées, utilisant des soufflets actionnés par des travailleurs, ou, selon certaines interprétations, par des mécanismes automatiques. Les objets en bronze que nous avons retrouvés témoignent de techniques de moulage avancées. La technique de la cire perdue, où un modèle en cire est recouvert d'argile, puis chauffé pour que la cire s'écoule, laissant un moule dans lequel le métal fondu est versé, était parfaitement maîtrisée. Les sculptures en bronze mésopotamiennes montrent des détails fins et une symétrie remarquable. Et ce n'était pas seulement le bronze. Les Mésopotamiens travaillaient également l'or, l'argent et l'électrum, cet alliage naturel des deux métaux précieux. Les bijoux retrouvés dans les tombes royales d'Ur, datant d'environ 2600 avant notre ère, sont d'une sophistication qui laisse sans voix. Des colliers composés de milliers de perles d'or minuscules, chacune parfaitement sphérique. Des diadèmes ornés de feuilles d'or si fines
qu'elle semble impossible à fabriquer sans machine moderne. Des incrustations de lapis lazuli et de cornaline découpées avec une précision géométrique parfaite. L'archéologue britannique Leonard Woolley, qui a fouillé Ur dans les années 1920, a été stupéfait par la qualité de ces objets. Dans ses notes, il décrit des techniques de soudure, de granulation et de filigrane qui rivalisent avec le travail des meilleurs orfèvres contemporains. La granulation, en particulier, cette technique consistant à fixer de minuscules billes d'or sur une surface métallique sans faire fondre les billes elles-mêmes, nécessite un contrôle extrêmement précis de la température. Comment les artisans mésopotamiens ont-ils acquis cette maîtrise ? Nous ne le savons pas avec certitude. Il y a aussi la question du fer. Officiellement, l'âge du fer n'a commencé qu'aux alentours de 1200 avant notre ère, lorsque la technologie pour atteindre les températures nécessaires à la fonte du fer, environ 1500 degrés Celsius, s'est répandue. Mais des objets en fer ont été trouvés dans des contextes mésopotamiens beaucoup plus anciens. Une dague en fer découverte dans une tombe royale d'Alaka-Höyük, en Anatolie, mais dans la sphère d'influence mésopotamienne, date d'environ 2300 avant notre ère. Le fer de cette dague n'est pas météoritique, contrairement à d'autres objets en fer précoce. C'est du fer fondu, ce qui suggère que quelqu'un, quelque part, possédait la technologie pour le produire des siècles avant la date officielle. Ces anomalies métallurgiques s'accumulent et forment un tableau troublant. Soit notre chronologie de l'histoire technologique est erronée, soit certaines connaissances qui étaient gardées secrètes par des guildes d'artisans. Soit des techniques ont été perdues puis redécouvertes, soit, et c'est peut-être l'hypothèse la plus fascinante, le développement technologique humain n'est pas le processus linéaire et graduel que nous imaginons. Mais passons maintenant à la deuxième catégorie de preuves, celle que j'appelle les preuves de la Terre, les indices scientifiques et géologiques qui éclairent d'un jour nouveau les capacités des anciens Mésopotamiens. L'une des réalisations les plus impressionnantes de cette civilisation est leur système de calendrier et leurs observations astronomiques. Les tablettes cunéiformes que nous avons déchiffrées contiennent des enregistrements d'observations célestes s'étendant sur des siècles. Les astronomes babyloniens, héritiers directs des traditions sumériennes, ont catalogué les mouvements des planètes avec une précision stupéfiante. Ils ont identifié les cycles de Vénus, de Mars, de Jupiter et de Saturne. Ils ont prédit les éclipses lunaires et solaires avec une marge d'erreur de quelques heures seulement. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est leur compréhension mathématique de ces phénomènes. Les Babyloniens utilisaient un système de numération en base 60, le système sexagésimal, dont nous avons hérité pour mesurer le temps et les angles. 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 360 degrés dans un cercle. Tout cela vient de Babylone. Ce système permettait des calculs fractionnaires plus aisés que notre système décimal, car 60 est divisible par de nombreux nombres. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30. Les tablettes astronomiques babyloniennes montrent l'utilisation de ce que nous appelons aujourd'hui des séries arithmétiques et des interpolations linéaires pour prédire les positions des corps célestes. En d'autres termes, ils avaient développé des méthodes mathématiques que nous considérons généralement comme des inventions de la Renaissance européenne. Le mathématicien Otto Neugebauer, qui a consacré sa vie à l'étude des mathématiques mésopotamiennes, a été émerveillé par leur sophistication. Dans ses travaux, il décrit des calculs qui anticipent de plus de 2 millénaires les développements de l'astronomie grecque. Comment expliquer cette précocité mathématique ? La réponse conventionnelle est que les Mésopotamiens avaient besoin de ces calculs pour des raisons pratiques, l'agriculture, la navigation, la religion. Mais cette explication ne satisfait pas entièrement. D'autres civilisations avaient les mêmes besoins et n'ont pas développé des mathématiques aussi avancées. Il y a quelque chose d'unique dans le génie mésopotamien, quelque chose qui reste difficile à expliquer. Prenons un exemple concret. Une tablette babylonienne, connue sous le nom de Plimpton 322, découverte au début du XXe siècle, contient une liste de triplets pythagoriciens, ces ensembles de 3 nombres entiers qui satisfont le théorème de Pythagore. La tablette date d'environ 1800 avant notre ère, soit plus de 1000 ans avant Pythagore lui-même. Non seulement les Babyloniens connaissaient ce théorème, mais ils possédaient des méthodes systématiques
pour générer des triplets pythagoriciens, des méthodes que nous n'avons redécouvertes qu'au XIXe siècle de notre ère. Cette tablette est parfois présentée comme une curiosité isolée, mais elle ne l'est pas. D'autres tablettes montrent des calculs de racines carrées avec une précision de plusieurs décimales. Des tablettes de table de multiplication permettant des calculs rapides. Des tablettes de résolution d'équations quadratiques, ce que nous appelons aujourd'hui les équations du second degré. Toute une tradition mathématique, transmise de génération en génération, perfectionnée au fil des siècles. Et cette tradition ne se limitait pas aux mathématiques pures. Elle s'appliquait à l'ingénierie. Des tablettes décrivent des calculs de volume pour des travaux de terrassement, des calculs de surface pour l'arpentage des champs, des calculs de pente pour la construction de canaux. Les ingénieurs mésopotamiens ne travaillaient pas au hasard ou par simple intuition. Ils utilisaient des formules, des tables, des méthodes systématiques. L'une des applications les plus impressionnantes de ces mathématiques est la cartographie. Les Mésopotamiens ont créé certaines des plus anciennes cartes connues au monde. La carte babylonienne du monde, datant d'environ 600 avant notre ère, mais probablement basée sur des modèles plus anciens, montre une conception de la géographie terrestre centrée sur Babylone. Mais au-delà de cette carte cosmologique, nous avons retrouvé des plans de villes, des cadastres montrant les limites des propriétés, des cartes de canaux avec des indications de distance. Ces cartes montrent une compréhension de l'échelle et de la proportion qui nécessitent des instruments de mesure précis. Comment les arpenteurs mésopotamiens mesuraient en île de longues distances avec exactitude. Ils utilisaient des cordes calibrées, certainement, mais aussi probablement des instruments d'optique pour viser des points éloignés. Des gros mâts, ces instruments romains utilisés pour tracer des lignes droites, ont peut-être eu des ancêtres mésopotamiens. Des traces archéologiques suggèrent l'existence de tours d'observation utilisées pour l'arpentage. Mais la question la plus intrigante concerne peut-être la géologie et la gestion des ressources naturelles. Les Mésopotamiens exploitaient le bitume, comme nous l'avons mentionné, mais aussi le sel, le gypse et diverses pierres semi-précieuses. Pour localiser ces ressources, ils devaient avoir une compréhension de la géologie de leur région. Des textes mentionnent des prospecteurs envoyés dans les montagnes pour trouver des gisements de métaux. Ces prospecteurs savaient quel type de roche était associé à quel minerai. Une connaissance empirique qui anticipe la géologie moderne. Et puis, il y a la question du climat. Les Mésopotamiens étaient parfaitement conscients des changements climatiques qui affectaient leur région. Des textes décrivent des périodes de sécheresse, des crues exceptionnelles, des changements dans le cours des fleuves. Les prêtres astronomes tenaient des registres météorologiques qui, accumulés sur des siècles, leur permettaient de discerner des patterns, des cycles. Ils savaient que le climat n'était pas stable, qu'il évoluait sur de longues périodes. Cette conscience climatique les a conduits à développer des stratégies d'adaptation remarquables. Des réservoirs pour stocker l'eau pendant les années d'abondance. Des cultures diversifiées pour résister aux variations. Des systèmes d'alerte basés sur l'observation des étoiles et des phénomènes naturels. Tout cela représente une forme de science appliquée, une compréhension systématique du monde naturel et de ses cycles. Les analyses géologiques modernes des sites mésopotamiens ont révélé des informations fascinantes. Les sédiments laissés par les crues anciennes nous permettent de reconstituer l'histoire hydrologique de la région. Ces analyses confirment que les Mésopotamiens ont vécu plusieurs catastrophes environnementales majeures. Des inondations dévastatrices qui ont peut-être inspiré le récit du déluge que nous retrouvons dans l'épopée de Gilgamesh et plus tard dans la Bible. Mais ces analyses révèlent aussi quelque chose de plus surprenant. Les niveaux de salinisation des sols anciens montrent que les Mésopotamiens ont lutté pendant des siècles contre la dégradation de leurs terres agricoles. L'irrigation intensive apportait des sels minéraux qui s'accumulaient dans le sol, réduisant progressivement les rendements. Les textes cunéiformes mentionnent ce problème et décrivent des solutions: le drainage, la jachère, la rotation des cultures. Ces solutions montrent une compréhension empirique des processus biochimiques du sol. Et pourtant, malgré tous leurs efforts, plusieurs cités mésopotamiennes ont été abandonnées en raison de la dégradation environnementale. Des villes qui comptaient des dizaines de milliers d'habitants sont devenues des ruines dans le désert. C'est peut-être là une leçon pour notre propre époque,
mais c'est aussi un témoignage de la complexité des défis auxquels ces anciens ingénieurs faisaient face. Parlons maintenant de quelque chose de plus spécifique et de plus troublant, les preuves d'une connaissance astronomique qui dépasse ce que nous pouvons expliquer. Les textes mésopotamiens mentionnent non seulement les planètes visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, mais contiennent aussi des références cryptiques à d'autres corps célestes. Certains chercheurs, controversés il est vrai, ont interprété ces références comme des descriptions de planètes que nous ne pouvons voir sans télescope. Même en restant dans le domaine du vérifiable, les connaissances astronomiques mésopotamiennes posent des questions. Ils connaissaient la précession des équinoxes, ce lent mouvement de l'axe de rotation de la Terre qui fait que la position des étoiles change au fil des millénaires. Ce phénomène a un cycle d'environ 26 000 ans. Comment une civilisation qui n'a existé que pendant quelques millénaires a-t-elle pu observer et mesurer un phénomène aussi lent? La réponse suggérée par certains est qu'ils ont hérité de connaissances transmises par des civilisations antérieures, des connaissances accumulées sur des périodes beaucoup plus longues. Les mathématiques ne mentent pas, c'est une phrase que nous entendons souvent, et elle s'applique parfaitement ici. Les calculs astronomiques mésopotamiens sont vérifiables. Nous pouvons reconstituer les positions des planètes à n'importe quelle date passée grâce à la mécanique céleste moderne. Et nous pouvons confirmer que les prédictions babyloniennes étaient remarquablement exactes. Cette exactitude n'est pas le fruit du hasard ou de l'imagination. Elle résulte d'observations systématiques et de méthodes de calcul sophistiquées. Un autre domaine où les mathématiques mésopotamiennes brillent est celui de la construction. Nous avons retrouvé des tablettes qui décrivent les plans de bâtiments, avec des dimensions, des calculs de matériaux nécessaires, des estimations de main-d'œuvre. Ces documents ressemblent étrangement aux cahiers des charges que nous utilisons aujourd'hui dans l'industrie du bâtiment. Ils montrent une approche planifiée et méthodique de la construction, pas simplement une accumulation empirique de savoir-faire. Une tablette particulièrement fascinante, connue sous le nom de tablette de l'Ésagile, décrit les dimensions du grand temple de Marduk à Babylone. Les mesures sont données avec une précision de fraction de coudée, cette unité de mesure basée sur la longueur de l'avant-bras. Mais ce qui est remarquable, c'est que les proportions du temple correspondent à des ratios mathématiques significatifs. Des ratios qui apparaissent aussi dans l'architecture grecque classique et dans les cathédrales médiévales. Soit ces proportions harmoniques ont été redécouvertes indépendamment à plusieurs reprises dans l'histoire, soit elles ont été transmises d'une culture à l'autre à travers les millénaires. La question de la transmission du savoir est centrale pour comprendre les mystères mésopotamiens. Comment les connaissances passaient-elles d'une génération à l'autre? Les écoles de scribes, les édubas ou maisons des tablettes jouaient un rôle crucial. Dans ces institutions, les jeunes apprenaient non seulement l'écriture, mais aussi les mathématiques, l'astronomie, la médecine, le droit. Les programmes d'études que nous avons reconstitués à partir des tablettes scolaires montrent un curriculum étonnamment structuré et complet. Mais au-delà des écoles officielles, il existait probablement des traditions ésotériques, des savoirs réservés aux initiés. Les prêtres des grands temples gardaient des connaissances secrètes transmises de maître à disciple. Ces traditions ont pu préserver des savoirs beaucoup plus anciens, remontant peut-être à des époques dont nous n'avons pas de traces écrites. C'est une hypothèse, bien sûr, mais elle expliquerait certaines des anomalies que nous observons. Passons maintenant à la troisième catégorie de preuves, celle que j'appelle la mémoire humaine, les indices mythologiques et culturels qui éclairent notre compréhension de la technologie mésopotamienne. Les mythes sumériens et babyloniens regorgent de références à des êtres possédant des connaissances surhumaines. Les Anunnaki, ces divinités qui, selon les textes, sont descendues du ciel, sont crédités d'avoir enseigné aux humains les arts de la civilisation. L'agriculture, l'écriture, la construction, la métallurgie, tout cela aurait été des dons divins. Bien sûr, nous pouvons interpréter ces récits comme des mythes d'origine typique, des tentatives d'expliquer l'inexplicable par l'intervention du surnaturel. Mais nous pouvons aussi y voir le souvenir déformé d'événements réels. L'un des récits les plus fascinants est celui d'Oan, rapporté par le prêtre babylonien Bérose au IIIe siècle avant notre ère. Selon ce récit, au début des temps, un être mi-homme mi-poisson est sorti du golfe Persique
et à enseigner aux humains l'écriture, les sciences et les arts. Oannes revenait chaque jour de la mer pour instruire les hommes, puis retournait dans les profondeurs à la tombée de la nuit. Ce mythe a été interprété de nombreuses manières, comme un souvenir de contact avec une civilisation maritime avancée, comme une allégorie du lever et du coucher du soleil, ou comme une pure invention mythologique. Mais ce qui est intéressant, c'est que des récits similaires existent dans d'autres cultures autour du monde. Les Dogons d'Afrique de l'Ouest parlent des nomos, des êtres amphibies venus d'un système stellaire lointain. Les mythes chinois mentionnent Fuxi, un être à queue de serpent qui a apporté la civilisation. Les légendes amérindiennes décrivent des instructeurs venus de la mer ou du ciel. Cette récurrence de thèmes similaires dans des cultures géographiquement éloignées est troublante. Soit il s'agit d'archétypes universels de l'inconscient humain, soit ces récits préservent le souvenir d'événements qui ont réellement eu lieu. Les mythes mésopotamiens contiennent également des descriptions de machines et d'engins qui ressemblent étrangement à des technologies modernes. Les dieux se déplaçaient dans des mues, un terme généralement traduit par barque céleste, mais dont l'étymologie reste débattue. Ces mues émettèrent du feu et du bruit, s'élevaient vers le ciel, voyageaient entre les étoiles. Bien sûr, nous pouvons y voir des métaphores poétiques pour les phénomènes naturels, le soleil traversant le ciel, les étoiles filantes, les éclairs. Mais la précision de certaines descriptions donne à réfléchir. Dans l'épopée d'Etana, un roi sumérien est emporté vers le ciel sur le dos d'un aigle. Au fur et à mesure qu'il s'élève, la terre devient de plus en plus petite sous lui, jusqu'à ressembler à un jardin, puis à un canal, puis à disparaître complètement. Cette description de la terre vue de très haut est remarquablement cohérente avec ce que nous savons aujourd'hui de la perspective depuis l'espace. Comment les anciens Sumériens pouvaient-ils imaginer une telle vision sans l'avoir expérimentée d'une manière ou d'une autre ? Mais au-delà des récits spectaculaires, les mythes mésopotamiens contiennent des informations pratiques codées sous forme symbolique. Les rituels de construction des temples, par exemple, décrivent des procédures qui correspondent à de bonnes pratiques d'ingénierie. Les prières récitées lors de la fabrication des briques mentionnent les proportions correctes d'argile et de paille. Les cérémonies de fondation incluent des vérifications de l'alignement avec les étoiles. Sous le vernis religieux, il y a un savoir technique transmis de génération en génération. Les textes médicaux mésopotamiens sont un autre exemple de cette combinaison de mythes et de sciences. Les maladies étaient attribuées à des démons ou à la colère des dieux. Mais les traitements prescrits incluaient des plantes médicinales dont l'efficacité a été confirmée par la pharmacologie moderne. L'opium pour la douleur, le saule pour la fièvre, diverses herbes antibactériennes pour les infections. Les guérisseurs mésopotamiens avaient accumulé un savoir empirique considérable, même s'ils l'exprimaient dans un langage mythologique. Et puis, il y a les avertissements. De nombreux mythes mésopotamiens parlent de catastrophes passées, du déluge bien sûr, mais aussi d'autres cataclysmes. Des villes détruites par le feu du ciel, des civilisations anéanties pour leur arrogance, des savoirs perdus que les survivants ont tenté de préserver. Ces récits ressemblent moins à des contes de fées qu'à des mises en garde transmises par des ancêtres qui avaient vécu des événements traumatisants. Le mythe du déluge est particulièrement révélateur. Dans la version sumérienne, le héros Ziusudra est averti par le dieu Enki qu'une grande inondation va détruire l'humanité. Il construit un bateau, y embarque sa famille et des représentants de tous les êtres vivants, et survit au cataclysme. Cette histoire, que nous retrouvons ensuite dans l'épopée de Gilgamesh avec le personnage d'Utnapishtim, puis dans la Bible avec Noé, contient des détails techniques précis. Les dimensions du bateau, les matériaux utilisés pour l'étanchéifier, la durée de la tempête. Ces détails suggèrent que le récit préserve le souvenir d'un événement réel. Peut-être une inondation catastrophique causée par la rupture d'un barrage naturel ou par un tsunami. Les géologues ont effectivement trouvé des preuves de grandes inondations dans la région mésopotamienne à la fin de la dernière ère glaciaire. Lorsque les glaciers ont fondu, le niveau des mers s'est élevé de plus de 100 mètres, inondant de vastes zones côtières. Le golfe Persique, qui était une vallée habitée pendant l'ère glaciaire, a été submergé en quelques millénaires.
Les populations qui vivaient dans ces régions ont dû fuir vers les hauteurs, emportant avec elles le souvenir traumatisant de la catastrophe. Si cette interprétation est correcte, alors les mythes mésopotamiens ne sont pas de simples inventions imaginaires. Ce sont des témoignages historiques codés, des souvenirs d'événements réels transmis à travers les générations sous forme de récits religieux. Et si les récits du déluge sont basés sur des faits réels, qu'en est-il des autres mythes? Qu'en est-il des récits d'êtres venus du ciel pour enseigner la civilisation? Qu'en est-il des descriptions de machines volantes et d'armes terrifiantes? Je ne suggère pas que nous devons prendre tous les mythes au pied de la lettre, mais je suggère que nous devrions les examiner avec plus d'attention. Chercher le noyau de vérité qui peut se cacher sous les couches de symbolisme et d'exagération. Les anciens n'étaient pas moins intelligents que nous. Ils observaient leur monde avec acuité et transmettaient ce qu'ils avaient appris de la seule manière disponible avant l'invention de l'écriture, par les récits oraux. Et même après l'invention de l'écriture, les traditions orales ont continué à jouer un rôle important. Les textes cunéiformes que nous avons déchiffrés ne représentent qu'une fraction de la connaissance mésopotamienne. Beaucoup de savoirs étaient transmis oralement, de maître à disciple, sans jamais être consignés par écrit. Ces traditions orales ont disparu avec les derniers locuteurs des langues sumériennes et akkadiennes, il y a plus de 2000 ans. Nous ne saurons jamais ce qu'elles contenaient. Cette perte de connaissance est l'un des grands tragédies de l'histoire humaine. Imaginez tout ce que nous aurions pu apprendre si les bibliothèques mésopotamiennes avaient survécu intactes, si les derniers prêtres de Babylone avaient pu transmettre leur savoir à des successeurs, si les invasions, les guerres et le temps n'avaient pas détruit tant de témoignages irremplaçables. Nous serions peut-être capables de répondre aux questions qui nous hantent ce soir. Mais revenons à nos machines, car c'est là le cœur de notre exploration. Nous avons parlé des preuves physiques, des preuves scientifiques et des preuves mythologiques. Il est temps maintenant de tenter une synthèse, de rassembler les fils épars de cette enquête pour voir quelle image se dessine. Commençons par un inventaire des technologies mésopotamiennes dont l'existence est certaine, documentée par des preuves archéologiques solides et par des textes déchiffrés. La roue, bien sûr, sous toutes ses formes, roue de potier, roue de char, poulie. Les systèmes d'irrigation, des plus simples aux plus complexes, chadouf, norias, canaux, avec écluses et vannes. La métallurgie du bronze et des métaux précieux, avec des techniques de moulage, de soudure et d'ornementation d'une grande sophistication. La fabrication de briques cuites et de céramique, avec un contrôle précis des températures de cuisson. Le travail du verre, car oui, les Mésopotamiens fabriquaient du verre coloré pour les bijoux et les décorations. Le tissage mécanique, avec des métiers à tisser dont certains éléments étaient automatisés par des systèmes de poids et de contrepoids. Tout cela est indiscutable. Les objets sont dans les musées, les textes sont traduits, les preuves sont là pour qui veut les voir. Mais ce qui est remarquable, c'est que même ces technologies certaines représentent un niveau d'avancement que nous avons tendance à sous-estimer. Prenons le métier à tisser mésopotamien. Des analyses récentes de textiles anciens retrouvés dans des tombes ont révélé des tissages d'une complexité extraordinaire, avec des motifs géométriques qui nécessitaient des centaines de fils différents manipulés dans un ordre précis. Pour réaliser de tels tissages sans faire d'erreur, les tisserands devaient utiliser des systèmes mnémotechniques sophistiqués, ou peut-être des dispositifs mécaniques pour guider leur travail. Et puis, il y a les technologies probables, celles dont l'existence est suggérée par des indices indirects, mais pas encore confirmés par des découvertes archéologiques définitives. Les instruments d'optique, comme la lentille de Nimrud, qui aurait permis le travail de précision sur les sauts-cylindres et les bijoux. Les machines de levage, grues primitives ou systèmes de poulies composées, qui expliqueraient comment des blocs lourds étaient élevés à de grandes hauteurs. Les fours industriels, avec contrôle de température, nécessaires pour la production standardisée de briques et de céramique. Les instruments de mesure de précision, règles, équerres, niveaux, compas, dont nous avons retrouvé quelques exemplaires, mais qui devaient être beaucoup plus répandus. Ces technologies probables comblent les lacunes dans notre compréhension. Sans elles, certaines réalisations mésopotamiennes restent inexplicables. Avec elles, tout s'éclaire.
La question est de savoir pourquoi nous n'avons pas retrouvé plus de preuves physiques de ces outils et machines. La réponse est peut-être simple. Ils étaient fabriqués en matériaux périssables, bois, cuir, fibres végétales, qui n'ont pas survécu aux millénaires. Ou bien, ils étaient considérés comme des secrets de métier, gardés jalousement par les guildes d'artisans et détruits ou cachés lorsque ces guildes ont disparu. Et enfin, il y a les technologies possibles, celles dont l'existence est suggérée par des textes obscurs, des représentations ambiguës ou des anomalies inexpliquées. La pile de Bagdad et ses implications électriques, les mues ou véhicules célestes des dieux, les armes de destruction mentionnées dans certains récits mythologiques, les dispositifs de communication à distance suggérés par certaines interprétations de textes rituels. Ces technologies possibles sont, par définition, spéculatives. Nous ne pouvons pas prouver qu'elles existaient, mais nous ne pouvons pas non plus prouver qu'elles n'existaient pas. La question que nous devons nous poser est la suivante. Quelle est l'explication la plus parcimonieuse de l'ensemble des preuves ? Le principe du rasoir d'Occam nous dit de préférer l'explication la plus simple, celle qui fait le moins d'hypothèses non vérifiées. Mais parfois, l'explication la plus simple n'est pas la bonne. Parfois, la réalité est plus étrange que ce que notre imagination peut concevoir. L'explication conventionnelle de la technologie mésopotamienne est que ces peuples étaient simplement très intelligents et très travailleurs, qu'ils ont développé leurs techniques par essais et erreurs au fil des générations, qu'il n'y a pas de mystère, seulement notre tendance à sous-estimer nos ancêtres. Cette explication a le mérite de la simplicité, mais elle ne rend pas compte de certaines anomalies, la soudaineté de certains développements technologiques, l'absence de phase d'expérimentation visible dans le registre archéologique, la sophistication de techniques qui semblent apparaître pleinement formées. Une autre explication est celle de la transmission de savoir. Selon cette hypothèse, les Mésopotamiens auraient hérité une partie de leurs connaissances de civilisations antérieures, dont nous n'avons pas encore trouvé les traces. Ces civilisations auraient pu exister pendant la dernière ère glaciaire, dans des régions aujourd'hui submergées par la montée des eaux. Le golfe Persique, la mer Noire, les plateformes continentales autour du monde, tous ces endroits auraient pu abriter des cultures avancées dont le souvenir ne survit que dans les mythes. Cette hypothèse n'est pas aussi fantaisiste qu'elle peut paraître. Nous savons que le niveau des mers était beaucoup plus bas pendant l'ère glaciaire, exposant de vastes zones aujourd'hui sous l'eau. Nous savons que les humains anatomiquement modernes existent depuis au moins 300 000 ans, ce qui laisse amplement le temps pour le développement de civilisations dont nous n'aurions pas connaissance. Nous savons que notre registre archéologique est terriblement incomplet, particulièrement pour les périodes anciennes et pour les régions qui ont subi des changements géologiques ou climatiques majeurs. Si des civilisations avancées ont existé avant le déluge, leurs survivants auraient pu transmettre leurs connaissances aux cultures post-diluviennes. Les Mésopotamiens, situés à proximité des zones potentiellement submergées du golfe Persique, auraient été parmi les premiers bénéficiaires de cette transmission. Cela expliquerait pourquoi leur civilisation semble apparaître si soudainement et si sophistiquée dans le registre archéologique. Cela expliquerait aussi pourquoi leurs mythes parlent d'instructeurs venus de la mer pour enseigner les arts de la civilisation. Bien sûr, cette hypothèse soulève autant de questions qu'elle en résout. Où sont les preuves de ces civilisations antédiluviennes ? Pourquoi n'avons-nous pas retrouvé leurs artefacts, leurs constructions, leurs restes ? La réponse possible est que nous n'avons pas encore cherché aux bons endroits. L'archéologie sous-marine est une discipline jeune et coûteuse. La plupart des fonds marins restent inexplorés. Et les sédiments accumulés au fil des millénaires peuvent cacher des sites même aux instruments les plus sophistiqués. Des découvertes récentes suggèrent que cette recherche pourrait être fructueuse. Des structures submergées au large des côtes indiennes, japonaises et européennes ont été identifiées par sonar. Certaines de ces structures ressemblent à des constructions humaines, murs, terrasses, escaliers. L'interprétation de ces découvertes reste controversée. Certains y voient des formations naturelles, d'autres des ruines de civilisations perdues. Mais le débat même montre que la question n'est pas close. En attendant des preuves plus définitives, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Et ce que nous avons est déjà suffisamment fascinant. Les Mésopotamiens
qu'ils aient été des génies isolés ou les héritiers de traditions plus anciennes, ont accompli des choses remarquables. Leurs machines, leurs constructions, leur système d'organisation sociale et économique ont posé les fondations sur lesquelles toutes les civilisations ultérieures ont été bâties. Permettez-moi de vous parler maintenant d'un aspect souvent négligé de la technologie mésopotamienne, l'organisation du travail, car les machines ne fonctionnent pas seules. Elles nécessitent des opérateurs formés, des mainteneurs qualifiés, des gestionnaires capables de coordonner les efforts. La sophistication technologique des Mésopotamiens s'accompagnait d'une sophistication organisationnelle tout aussi impressionnante. Les tablettes administratives retrouvées dans les archives des temples et des palais révèlent des systèmes de gestion d'une complexité remarquable. Des listes de travailleurs avec leurs spécialités et leurs rations. Des inventaires de matériaux avec des calculs de quantité nécessaires pour différents projets. Des calendriers de travaux avec des estimations de durée et de coûts. Des rapports d'avancement et des évaluations de qualité. Toute une bureaucratie dédiée à l'organisation du travail productif. Cette bureaucratie utilisait des outils conceptuels qui anticipent la gestion moderne. Le concept de division du travail, où chaque artisan se spécialise dans une tâche particulière pour augmenter l'efficacité. Le concept de standardisation, où les produits sont fabriqués selon des normes précises pour assurer l'interchangeabilité et la qualité. Le concept de contrôle de qualité, avec des inspecteurs vérifiant que les produits répondent aux spécifications. Le concept de formation professionnelle, avec des apprentis apprenant leur métier auprès de maîtres expérimentés. Les temples mésopotamiens fonctionnaient comme de véritables entreprises, employant des milliers de personnes dans diverses activités productives. Agriculture, élevage, tissage, poterie, métallurgie, construction, tout était organisé sous l'autorité des prêtres administrateurs. Ces organisations religieuses accumulaient des surplus considérables qu'elles redistribuaient sous forme de rations aux travailleurs ou échangeaient dans des réseaux commerciaux s'étendant sur des milliers de kilomètres. Et c'est là que nous touchons à un autre aspect fascinant de la technologie mésopotamienne, le commerce et les transports. Comment les Mésopotamiens faisaient-ils circuler les marchandises sur de si longues distances? Ils n'avaient pas de routes pavées comme les Romains plus tard. Ils n'avaient pas de système postal organisé comme les Perses. Et pourtant, nous retrouvons du lapis-lazuli afghan et de l'étain indien dans les sites mésopotamiens, du bois de cèdre du Liban et du cuivre de Chypre, de l'or de Nubie et de l'obsidienne d'Anatolie. La réponse est qu'ils avaient développé des technologies de transport adaptées à leur environnement. Les fleuves, le Tigre et l'Euphrate, servèrent d'autoroutes naturelles. Des bateaux de différentes tailles transportaient les marchandises, depuis les petites embarcations en roseau jusqu'aux grands navires capables de naviguer sur le golfe Persique. Pour les trajets terrestres, ils utilisaient des ânes, des onagres et plus tard des chameaux, organisés en caravanes qui pouvaient compter des centaines d'animaux. Les textes cunéiformes mentionnent des routes commerciales établies avec des relais où les voyageurs pouvaient se reposer et s'approvisionner. Des accords commerciaux entre cités garantissaient la sécurité des marchands. Des systèmes de crédit et de lettres de change permettaient des transactions à distance sans transport physique de métaux précieux. Toute une infrastructure commerciale qui ressemble étrangement au système moderne. Mais le plus fascinant est peut-être la façon dont les Mésopotamiens géraient l'information. Dans un monde sans papier, sans imprimerie, sans moyens de communication électronique, comment faisaient-ils pour coordonner des activités s'étendant sur des territoires immenses? La réponse est l'écriture cunéiforme et le système de courrier qui l'accompagnait. L'écriture cunéiforme est l'une des premières écritures de l'humanité, et certainement la première dont nous avons des traces abondantes. Elle a été développée vers 3300 avant notre ère, initialement pour des besoins comptables. Des marques sur des tablettes d'argile pour enregistrer les quantités de grains entrant et sortant des entrepôts des temples. Mais très rapidement, le système s'est complexifié, permettant d'exprimer non seulement des nombres mais aussi des mots, des idées, des récits. Les scribes mésopotamiens étaient des professionnels hautement qualifiés, formés pendant des années dans les édubas. Ils maîtrisaient non seulement l'écriture, mais aussi les mathématiques, l'astronomie, le droit, la médecine. Ils constituaient une élite intellectuelle indispensable au fonctionnement de la société. Et ils étaient
très conscients de leur importance. Des textes nous montrent des scribes se vantant de leurs compétences et méprisant les professions manuelles. Mais l'écriture seule ne suffit pas. Il faut aussi des moyens de transmettre les messages. Les Mésopotamiens utilisèrent des courriers à pied ou montés sur des ânes pour transporter les tablettes d'argile d'une cité à l'autre. Ces courriers suivaient des itinéraires établis, s'arrêtant dans des relais officiels. Pour les messages urgents, un système de relais permettait de changer de courrier à chaque étape, assurant une transmission rapide même sur de longues distances. Certains textes suggèrent l'existence de systèmes de signalisation visuelle, des feux allumés sur des tours qui pouvaient transmettre des messages simples. L'ennemi approche, la récolte est prête, le roi est mort, sur de grandes distances en quelques heures. Ces systèmes de sémaphores, s'ils existaient, auraient représenté une forme primitive de télécommunication. Nous n'avons pas de preuves archéologiques directes de tels tours de signalisation, mais les textes y font allusion et les techniques étaient certainement à la portée des ingénieurs mésopotamiens. Et puis, il y a la question des archives. Les Mésopotamiens accumulaient leurs tablettes dans des bibliothèques et des archives où elles étaient classées et cataloguées. La plus célèbre de ces bibliothèques est celle d'Assurbanipal à Ninive, qui contenait des dizaines de milliers de tablettes couvrant tous les domaines du savoir. Mais des archives existaient dans chaque temple, chaque palais, chaque centre administratif. La quantité totale de textes produits par les civilisations mésopotamiennes au fil des millénaires est difficile à estimer, mais elle se compte certainement en millions de tablettes. Cette accumulation de connaissances écrites représente une technologie de l'information avant l'heure. Les tablettes étaient organisées par sujet, référencées par des catalogues, copiées pour assurer leur préservation. Les bibliothécaires mésopotamiens étaient les ancêtres des documentalistes et des archivistes modernes. Leur travail permettait au savoir de traverser les générations, évitant les pertes dues à la mort des détenteurs de connaissances orales. C'est grâce à ce système d'archives que les Babyloniens ont pu hériter des savoirs sumériens, et les Assyriens des savoirs babyloniens, et finalement les Grecs d'une partie de cet héritage mésopotamien. Sans l'écriture cunéiforme et les tablettes d'argile, les connaissances astronomiques, mathématiques et techniques des Mésopotamiens auraient disparu avec eux. Au lieu de cela, elles ont été transmises, transformées, intégrées dans d'autres traditions, jusqu'à nous parvenir sous des formes que nous reconnaissons à peine. La transmission de savoir entre civilisations est un phénomène fascinant qui mérite réflexion. Nous avons tendance à penser que chaque culture développe ses connaissances indépendamment, mais la réalité est bien plus complexe. Les idées voyagent avec les marchands, les diplomates, les réfugiés, les conquérants. Les techniques se transmettent par l'observation, l'imitation, l'espionnage industriel avant la lettre. Les mythes et les récits s'adaptent à de nouveaux contextes tout en préservant des noyaux de vérité anciens. La civilisation grecque, que nous considérons souvent comme le berceau de la pensée occidentale, a été profondément influencée par la Mésopotamie. Thalès de Milet, considéré comme le premier philosophe, avait voyagé en Égypte et probablement en Babylonie. Les mathématiques grecques portent l'empreinte des traditions mésopotamiennes. L'astronomie grecque a hérité des observations et des méthodes de calcul babyloniennes. Même la mythologie grecque contient des échos de récits mésopotamiens. Le déluge de Deucalion rappelle le déluge de Ziusudra. Les travaux d'Héraclès font écho à l'épopée de Gilgamesh. Mais cette transmission n'a pas été parfaite. Des savoirs ont été perdus en route, mal compris, déformés. D'autres ont été volontairement supprimés pour des raisons religieuses ou politiques. Ce que nous avons reçu de l'héritage mésopotamien n'est qu'une fraction de ce qui existait. Et ce que les Mésopotamiens eux-mêmes avaient reçu de leurs prédécesseurs, nous ne le saurons peut-être jamais. Cette réflexion sur la transmission des savoirs nous amène à une question encore plus profonde. Si des connaissances technologiques peuvent être perdues, partiellement retrouvées, puis perdues à nouveau, que cela nous dit-il sur la nature du progrès humain ? Nous avons tendance à imaginer l'histoire comme une marche ascendante continue, chaque génération construisant sur les acquis de la précédente, chaque siècle apportant de nouvelles découvertes et de nouvelles inventions. Mais l'exemple mésopotamien suggère une réalité plus nuancée. Des techniques sophistiquées de fabrication du béton romain ont été perdues pendant des siècles après la chute de l'Empire.
La recette du feu grégeois byzantin reste un mystère à ce jour. Les secrets de la construction des cathédrales gothiques ont été partiellement oubliés avant d'être redécouverts par les restaurateurs modernes. Et ces exemples concernent des périodes historiques relativement récentes, bien documentées. Que dire des époques plus anciennes, où nos sources sont plus rares et plus fragmentaires? Les Mésopotamiens eux-mêmes étaient conscients de cette fragilité des savoirs. Leurs textes parlent de connaissances anciennes, de sagesse des temps d'avant le déluge, de secrets transmis par les 7 sages antédiluviens. Les rois se vantèrent de comprendre des inscriptions archaïques que personne d'autre ne pouvait lire. Les prêtres copiaient et recopiaient des textes anciens pour assurer leur préservation. Il y avait une conscience aiguë que le passé contenait des trésors qui risquaient de se perdre. Cette conscience de la perte potentielle explique peut-être l'obsession mésopotamienne pour la documentation. Tout était consigné par écrit. Les transactions commerciales, les décisions juridiques, les observations astronomiques, les rituels religieux, les recettes médicinales, les techniques artisanales. Cette manie de l'archivage n'était pas seulement administrative, c'était une stratégie de survie culturelle, une tentative de défier l'oubli. Mais revenons maintenant à nos machines impossibles et tentons de synthétiser ce que nous avons appris ce soir. Si nous rassemblons les preuves physiques, les indices scientifiques et les témoignages mythologiques, quelle image se dessine? Premièrement, nous avons des constructions monumentales dont la réalisation dépasse ce que nous attribuons généralement aux technologies de l'âge du bronze. Les ziggurats, avec leur précision géométrique, les canaux d'irrigation s'étendant sur des centaines de kilomètres, les systèmes de drainage fonctionnant encore après des millénaires. Ces réalisations nécessitent non seulement une main-d'œuvre nombreuse, mais aussi des connaissances en ingénierie, des instruments de mesure précis et probablement des machines pour amplifier la force humaine. Deuxièmement, nous avons des artefacts d'une finesse extraordinaire qui suggèrent l'utilisation d'outils dont nous n'avons pas retrouvé les traces. Les gravures microscopiques sur les sauts-cylindres, les bijoux en or avec des techniques de granulation et de filigrane, les sculptures en bronze avec des détails anatomiques précis. Pour réaliser ces œuvres, les artisans mésopotamiens devaient disposer d'instruments d'optique, de sources lumineuses puissantes et de pointes d'une dureté exceptionnelle. Troisièmement, nous avons des connaissances mathématiques et astronomiques qui anticipent de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires, les développements ultérieurs. Le système sexagésimal et ses applications à la mesure du temps et des angles. Les calculs de position planétaire avec une précision remarquable. Les méthodes algébriques pour résoudre des équations. Les tables de triplets pythagoriciens. Tout cela suggère une tradition scientifique beaucoup plus avancée que ce que nous reconnaissons généralement. Quatrièmement, nous avons des mythes qui décrivent des technologies fantastiques dans un langage symbolique, les véhicules célestes des dieux, les armes de feu et de lumière, les êtres artificiels créés pour servir les divinités. Ces récits peuvent être de pures inventions imaginaires, mais ils peuvent aussi préserver le souvenir de technologies réelles observées dans un passé lointain ou transmises par des civilisations dont nous avons perdu la trace. Et cinquièmement, nous avons des anomalies inexpliquées comme la pile de Bagdad, les lentilles de cristal et les références textuelles à des machines dont nous ne comprenons pas la nature. Ces anomalies sont peut-être des aberrations statistiques, des artefacts mal interprétés ou des coïncidences, mais elles peuvent aussi être les fragments survivants d'une technologie plus vaste qui a été perdue. Lorsque nous assemblons tous ces éléments, l'image qui se forme est celle d'une civilisation beaucoup plus sophistiquée que celle que nous imaginons généralement. Non pas une civilisation avec des ordinateurs et des fusées, bien sûr, mais une civilisation avec une compréhension profonde des principes mécaniques, optiques, chimiques et mathématiques. Une civilisation capable de réalisations que nous aurions du mal à reproduire aujourd'hui sans nos technologies modernes. Mais cette image soulève immédiatement une question. Si les Mésopotamiens étaient si avancés, pourquoi leur civilisation s'est-elle effondrée? Pourquoi leurs connaissances ont-elles été largement perdues? Et pourquoi avons-nous mis des millénaires à redécouvrir ce qu'ils savaient? La réponse est peut-être dans les limites intrinsèques de leur modèle de civilisation. Les Mésopotamiens dépendaient entièrement de l'irrigation pour leur agriculture. Lorsque les sols se sont salinisés à cause de l'irrigation intensive, les rendements ont chuté.
Lorsque le climat a changé, rendant les sécheresses plus fréquentes, les réserves d'eau ont diminué. Lorsque les invasions ont perturbé l'entretien des canaux, tout le système s'est effondré comme un château de cartes. Et avec l'effondrement économique est venu l'effondrement culturel. Les écoles de scribes ont fermé faute de financement. Les bibliothèques ont été abandonnées ou détruites. Les traditions artisanales se sont éteintes avec les derniers maîtres. Les savoirs accumulés pendant des millénaires ont disparu en quelques générations. C'est une leçon terrifiante sur la fragilité de la civilisation. Une leçon que nous ferions bien de méditer dans notre propre époque de changement climatique et d'instabilité mondiale. Mais permettez-moi de pousser la réflexion un peu plus loin. Si une civilisation aussi avancée que la Mésopotamie a pu s'effondrer et perdre une grande partie de ses savoirs, que dire des civilisations qui l'ont peut-être précédée ? Les mythes parlent d'un monde avant le déluge, d'une époque où les dieux marchaient parmi les hommes, où des merveilles technologiques étaient monnaie courante. Ces récits sont-ils de pures inventions ou préservent-ils le souvenir d'une réalité perdue ? L'archéologie conventionnelle situe les débuts de la civilisation vers 10 000 avant notre ère, avec la révolution néolithique et l'apparition de l'agriculture. Avant cette date, les humains auraient vécu en petits groupes de chasseurs-cueilleurs, sans établissement permanent ni technologie complexe. Mais des découvertes récentes remettent en question ce schéma. Le site de Göbekli Tepe en Turquie, datant d'environ 12 000 ans, montre des constructions monumentales érigées par des sociétés supposées primitives. Des piliers de pierre pesant plusieurs tonnes, sculptés de bas-reliefs représentant des animaux, organisés en cercle selon un plan délibéré. Ce site précède l'invention supposée de l'agriculture et de la poterie. Il précède les premières cités connues de plusieurs millénaires. Et pourtant, il témoigne de capacités organisationnelles et techniques remarquables. Si Göbekli Tepe a pu être construit par des chasseurs-cueilleurs il y a 12 000 ans, que pouvait-il exister 15 000 ans, 20 000 ans, 50 000 ans dans le passé ? Les humains anatomiquement modernes existent depuis au moins 300 000 ans. Pendant la majeure partie de cette période, nous n'avons pratiquement aucune trace archéologique. Cela ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé. Cela signifie que les preuves ont disparu, détruites par le temps, submergées par la montée des eaux, enfouies sous des mètres de sédiments. L'idée que des civilisations avancées aient pu exister et disparaître sans laisser de traces peut sembler fantaisiste, mais réfléchissons un instant. Si notre propre civilisation s'effondrait aujourd'hui, que resterait-il dans 100 000 ans ? Nos bâtiments en béton armé s'effondreraient en quelques siècles. Nos plastiques se dégraderaient en quelques millénaires. Nos métaux s'oxyderaient et se disperseraient. Nos données numériques seraient irrécupérables sans l'électricité. Après 100 000 ans d'érosion, de séismes, de glaciation et de changements climatiques, il ne resterait peut-être que quelques objets en or ou en céramique pour témoigner de notre existence. Si des civilisations antérieures à la nôtre ont existé, elles pourraient avoir subi le même sort. Leurs traces auraient été effacées par les processus géologiques, ne laissant que des fragments énigmatiques, des anomalies archéologiques que nous peinons à expliquer. Les machines mésopotamiennes dont nous parlons ce soir pourraient être les échos lointains de ces civilisations perdues, des savoirs transmis de catastrophe en catastrophe, préservés sous forme fragmentaire par des cultures qui ne comprenaient plus entièrement ce qu'elles conservaient. C'est une hypothèse vertigineuse, je vous l'accorde. Elle dépasse le cadre de ce que la science conventionnelle accepte, mais elle n'est pas irrationnelle. Elle est simplement difficile à prouver, car les preuves directes auraient été détruites par le temps. Ce que nous pouvons faire, c'est chercher des indices indirects, des traces de savoir qui semblent trop avancées pour leur contexte apparent, des récits mythologiques qui décrivent des technologies perdues, des structures dont la construction défie les capacités supposées de leurs bâtisseurs. Et c'est exactement ce que nous trouvons en Mésopotamie, des machines qui n'auraient pas dû exister, des connaissances qui semblent sortir de nulle part, des mythes qui parlent d'un âge d'or révolu, des traditions qui insistent sur l'importance de préserver les savoirs du passé. Tout cela s'accorde avec l'hypothèse d'une transmission de connaissances depuis des civilisations antérieures. Mais même si nous rejetons cette hypothèse comme trop spéculative,
les machines mésopotamiennes restent fascinantes en elles-mêmes. Elles témoignent de la capacité humaine à résoudre des problèmes complexes avec des ressources limitées. Elles montrent que l'intelligence et la créativité ne sont pas l'apanage des époques modernes. Elles nous rappellent que nos ancêtres étaient là, nos égaux en potentiel intellectuel, même s'ils n'avaient pas accès aux mêmes outils et aux mêmes connaissances accumulées. Cette réflexion sur le passé devrait nous inspirer de l'humilité pour le présent. Nous vivons à une époque de progrès technologique rapide et nous avons tendance à nous considérer comme le sommet de l'évolution humaine. Mais les Mésopotamiens pensaient probablement la même chose d'eux-mêmes. Les Romains aussi, et les Chinois de la dynastie Tang, et les Mayas à l'apogée de leur civilisation. Toutes ces sociétés ont connu des phases de déclin et d'effondrement. Toutes ont perdu des savoirs qu'elles croyaient immortels. Notre civilisation actuelle n'est pas à l'abri d'un tel sort. Nous dépendons de systèmes techniques complexes que peu de gens comprennent vraiment. Nous stockons nos connaissances dans des formats numériques qui nécessitent une infrastructure sophistiquée pour être lus. Nous négligeons les savoirs pratiques au profit de la spécialisation extrême. Si notre civilisation s'effondrait, serions-nous capables de la reconstruire? Ou devrions-nous repartir de zéro, comme les survivants du déluge dans les mythes mésopotamiens? Ces questions peuvent parfois sembler sombres, mais elles sont importantes. Les Mésopotamiens nous ont légué non seulement des techniques et des connaissances, mais aussi une leçon sur l'importance de préserver et de transmettre les savoirs. Leur obsession pour la documentation, leur système éducatif rigoureux, leurs bibliothèques et leurs archives, tout cela était motivé par la conscience que le savoir est fragile et peut se perdre. Nous ferions bien de méditer cette leçon. À une époque où l'information semble omniprésente et éternelle grâce à l'Internet, nous oublions que cette accessibilité dépend d'une infrastructure vulnérable. Une panne électrique mondiale, une guerre majeure, une pandémie plus dévastatrice que celle que nous avons connue, et nos précieuses données numériques pourraient devenir inaccessibles. Peut-être devrions-nous, comme les Mésopotamiens, graver nos connaissances les plus importantes sur des supports durables, pierre, céramique, métaux nobles, qui survivraient aux catastrophes. Mais revenons une dernière fois à nos machines. Si je devais résumer ce que nous avons découvert ce soir en une seule phrase, ce serait ceci. Les Mésopotamiens possédaient une technologie beaucoup plus avancée que ce que nos manuels scolaires suggèrent. Et les implications de cette technologie remettent en question notre compréhension de l'histoire humaine. Cela ne signifie pas que les extraterrestres ont construit les ziggurats, ni que des Atlanteux réfugiés ont fondé Sumer. Ces explications spectaculaires sont probablement fausses et détournent l'attention des questions plus subtiles et plus importantes. La vraie question n'est pas de savoir qui a enseigné aux Mésopotamiens, mais comment nous avons pu sous-estimer leurs capacités pendant si longtemps. Pourquoi avons-nous eu besoin de l'intervention de machines impossibles ou d'instructeurs extraterrestres pour expliquer leur réalisation? Pourquoi ne pouvions-nous pas simplement admettre que des humains anciens étaient capables de choses remarquables? La réponse est peut-être dans nos préjugés inconscients. Nous avons tendance à associer le passé avec la primitivité et le présent avec le progrès. Nous imaginons nos ancêtres comme des versions simplifiées de nous-mêmes, moins intelligents, moins capables, moins sophistiqués. Cette vision est non seulement fausse, mais aussi dangereuse. Elle nous empêche de voir ce que le passé peut nous apprendre et nous rend aveugles aux schémas qui se répètent dans l'histoire. Les Mésopotamiens n'étaient pas des primitifs chanceux qui ont fait quelques découvertes par accident. C'étaient des ingénieurs, des mathématiciens, des astronomes, des artisans d'une habileté extraordinaire. Ils ont résolu des problèmes complexes avec des ressources limitées. Ils ont construit des systèmes durables qui ont fonctionné pendant des millénaires. Ils ont accumulé des connaissances et les ont transmises avec une efficacité remarquable. Et si certaines de ces connaissances venaient de sources plus anciennes, de civilisations antédiluviennes dont nous n'avons pas encore trouvé les traces, cela ne diminue en rien leur accomplissement. Recevoir un héritage et savoir l'utiliser est une compétence en soi. Les Mésopotamiens n'ont pas seulement préservé des savoirs anciens, ils les ont développés, adaptés, perfectionnés. Ils ont créé quelque chose de nouveau à partir de ce qu'ils avaient reçu. C'est peut-être là la vraie leçon de cette exploration. La technologie n'est pas une ligne droite allant du simple au complexe. C'est un processus cyclique de découverte, de transmission, de perte et de redécouverte. Des savoirs peuvent être perdus et retrouvés,
Des techniques peuvent être oubliées et réinventées. Des civilisations peuvent s'effondrer et être reconstruites sur de nouvelles bases. Et à travers tous ces cycles, quelque chose persiste. L'ingéniosité humaine, cette capacité à résoudre des problèmes, à imaginer des solutions, à créer des outils et des machines qui étendent nos capacités naturelles. Cette ingéniosité était présente chez les premiers Homo sapiens qui ont taillé des pierres et allumé des feux. Elle était présente chez les Mésopotamiens qui ont construit des zigguras et calculé les orbites des planètes. Elle est présente chez nous qui envoyons des sondes aux confins du système solaire et éditons le génome de nos cellules. Peut-être que cette continuité est le vrai mystère. Non pas comment les Mésopotamiens ont-ils fait telle ou telle chose, mais pourquoi les humains sont-ils ainsi ? D'où vient cette pulsion vers la création, vers la compréhension, vers la transcendance des limites naturelles ? Est-ce simplement un produit de l'évolution, une adaptation qui nous a permis de survivre et de prospérer ? Ou y a-t-il quelque chose de plus ? Quelque chose qui nous connecte à des réalités plus vastes que notre existence quotidienne ? Les Mésopotamiens auraient répondu que cette capacité venait des dieux, qu'elle était un don des Anunnaki à l'humanité. Nous préférons des explications naturalistes, évoquant la sélection naturelle et les pressions environnementales. Mais au fond, nous ne savons pas vraiment. La conscience humaine, avec sa capacité à imaginer ce qui n'existe pas encore et à le faire exister, reste un mystère aussi profond que les machines impossibles de la Mésopotamie antique. Et sur cette réflexion, permettez-moi de conclure notre voyage de ce soir. Nous avons exploré les ziggurats et les canaux, les sauts-cylindres et les tablettes cunéiformes. Nous avons examiné des preuves physiques, des indices scientifiques et des récits mythologiques. Nous avons spéculé sur des civilisations perdues et des transmissions de savoir à travers les âges. Que devez-vous retenir de tout cela ? Peut-être simplement ceci. Le passé est plus riche et plus mystérieux que nous ne l'imaginons. Nos ancêtres étaient capables de choses remarquables. Et il reste encore beaucoup à découvrir, sous le sable des déserts, au fond des mers, et dans les archives poussiéreuses que nous n'avons pas encore eu le temps de déchiffrer. Si vous avez apprécié ce voyage dans les profondeurs du temps, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations futures. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions et vos questions. Et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, aiment questionner les certitudes et chercher la vérité au-delà des apparences. La nuit avance et il est temps pour moi de vous laisser. Mais avant de partir, une dernière pensée pour vous accompagner dans vos rêves. Les machines que nous avons explorées ce soir ne sont pas seulement des artefacts du passé. Ce sont des témoins de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle se consacre à comprendre et à transformer le monde. Et si des Mésopotamiens de l'âge du bronze ont pu réaliser de telles merveilles avec leurs ressources limitées, imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous canalisions notre ingéniosité collective vers des buts vraiment importants. Peut-être que les plus grandes machines sont encore à construire. Peut-être que les plus grandes découvertes sont encore à faire. Peut-être que nous sommes, nous aussi, au début d'une époque dont les générations futures parleront avec émerveillement. Ou peut-être que nous répétons les erreurs du passé, construisant une civilisation brillante mais fragile, vouée à s'effondrer et à être oubliée. L'avenir n'est pas écrit. Il dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Les Mésopotamiens ne pouvaient pas prévoir la chute de Babylone ou l'assèchement de leurs canaux. Ils faisaient de leur mieux avec ce qu'ils savaient. Nous pouvons peut-être faire mieux si nous apprenons de leur exemple et de leurs erreurs. Sur ces mots, je vous souhaite une nuit paisible et des rêves emplis de merveilles anciennes. Que les étoiles qui guidaient les astronomes babyloniens veillent sur votre sommeil et que demain, vous vous réveillez avec un regard neuf sur ce monde mystérieux que nous habitons tous. À bientôt pour de nouvelles explorations dans les recoins obscurs de l'histoire et de la connaissance. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais de questionner, de chercher, de vous émerveiller, car c'est ainsi que nous honorons le mieux nos ancêtres et leur héritage de curiosité et d'ingéniosité. Bonne nuit.